Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et vous le savez, c'est l'un des rendez-vous de cette matinale, l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau chapitre de notre feuilleton, nous vous proposons la deuxième partie de notre portrait de Georges Mandel, l'une des figures politiques les plus importantes de la Deuxième République et l'un des premiers à avoir pris conscience de la menace que représentait Hitler. Nous avons parlé précédemment de son parcours de journaliste et de chef de cabinet dans l'ombre de son mentor, Georges Clemenceau. Nous avons aussi évoqué son ascension politique, député, maire, puis dans les années 1930, ministre des PTT, des colonies et ensuite de l'Intérieur. Au cours de cette décennie, Mandel s'affirme donc comme un adversaire résolu au nazisme et au fascisme. On est le 17 juin 1940 et alors que le maréchal Pétain, favorable à un armistice avec l'Allemagne nazie, a été nommé la veille chef du gouvernement et engage des pourparlers avec l'ennemi, Georges Mandel est arrêté dans un restaurant de Bordeaux. Alors les gendarmes apportent un ordre d'arrestation signé de la main de Pétain au motif de menées contraires à l'ordre public. Mandel est rapidement libéré sous la pression du président de la République, Albert Lebrun, et Pétain rédige une lettre d'excuse en parlant de machination. Mandel écrit à celui que l'on a considéré comme le vainqueur de Verdun, je le cite, et c'est une très belle formule, « Je vous plains, monsieur le maréchal, d'être à la merci de votre entourage, et je plains mon pays qui vous a pris pour chef. » Les Britanniques poussent alors Mandel à partir à Londres pour former un gouvernement français en exil, mais il refuse. Il veut organiser la résistance depuis l'Afrique du Nord. Mandel organise ainsi le départ du président de la République Albert Lebrun, du président de la Chambre des députés, du Sénat et de parlementaires, une vingtaine de personnalités politiques en tout. On compte d'ailleurs parmi elles le député maire de Louviers, Pierre Mendès France, ou encore Jean Zay, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Mandel, son épouse, l'actrice Béatrice Bétry et aussi sa maîtresse s'embarquent sur le paquebot, c'est le Massilia. On est là le 21 juin 1940 à Bordeaux et donc à destination de Casablanca. Mais arrivé au Maroc, alors sous protectorat français, il est accusé avec les autres passagers de fuite et de trahison. Il est assigné à résidence dans un hôtel, mais quelques semaines après, en août, il est arrêté. Et pendant ce temps, à Paris, à son domicile de l'avenue Victor Hugo, le groupe Kunstberg, c'est une organisation nazie qui est chargée de piller les œuvres d'art, fait main basse sur sa collection, notamment une bibliothèque de 15 000 livres, on en reparlera, en application de la loi du 2 juin 1941 portant sur le statut des Juifs, le second statut des Juifs. Il est déchu de son mandat de député. Mandel est déféré à la cour de Riom dans le Puy-de-Dôme et incarcéré dans un château où se trouvent aussi les anciens présidents du Conseil et ministres des Affaires étrangères, Paul Reynaud et Édouard Daladier. Il est condamné à la prison à vie le 7 novembre 1941, emprisonné au fort du Portalet dans les Pyrénées, et un an plus tard, après l'invasion de la zone libre, dite libre par l'armée allemande, en novembre 1942, les Allemands arrêtent Mandel. Il est transféré au camp de concentration d'Oranienburg, Sachsenhausen près de Berlin, puis transféré à Buchenwald, où est également incarcéré Léon Blum, l'ex-président du Conseil, sous le Front populaire. Je précise que, comme Léon Blum, Mandel n'est pas enfermé à Buchenwald dans le camp de concentration, mais dans une enceinte à l'écart et avec des conditions de vie moins rudes que dans le camp. En juillet 1944, Georges Mandel est rapatrié à la prison de la Santé à Paris. Il est livré à la milice, une organisation paramilitaire qui aide la Gestapo et les nazis à traquer les juifs et les résistants. Le 7 juillet, le véhicule dans lequel il se trouve s'arrête en forêt de Fontainebleau. Le chauffeur prétexte une panne, il se penche sur le moteur, deux des passagers font les 100 pas sur la route, attendant que la prétendue panne soit réparée. Georges Mandel, lui, dans la voiture, c'est ce qui l'attend et déclare d'ailleurs mourir n'est rien. Ce qui est triste, c'est de mourir avant d'avoir vu la libération de son pays et la restauration de la République. C'est alors qu'un autre milicien fait irruption et assassine lâchement Mandel de 16 balles dans le dos, en représailles à l'exécution par la résistance du ministre de l'Information, Philippe Henriot, quelques jours plus tôt. Selon certaines versions, ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont donné l'ordre à la milice d'assassiner Mandel. Et sur son corps, on retrouve les excuses écrites faites par le maréchal Pétain 4 ans plus tôt, à la suite de la première arrestation à Bordeaux. Quelques jours plus tard, la fille de Georges Mandel, Claude Georges Mandel, écrit une lettre adressée à Pétain. Je la cite car elle est très importante et très belle, cette lettre. « J'ai suivi mon père pas à pas dans la martyrologie que vous lui avez imposée pendant plus de 4 ans. Aujourd'hui que les événements ont parlé et ne lui donnent que trop raison, vous le réclamez à l'Allemagne, vous le faites revenir en France. Ceux dont vous êtes le chef suprême, ceux qui vous prêtent serment, s'emparent de sa
sa personne désarmée et l'assassine au coin d'un bois. Votre justice a passé et fait de moi une orpheline, mais pour le repos de votre conscience, je viens vous dire, monsieur le maréchal, que je ne vous en veux pas. Elle ajoute « Le nom que j'ai l'immense honneur de porter, vous l'aurez immortalisé. Grâce à vous, il brillera dans l'histoire comme un flambeau, car il n'évoquera ce nom ni capitulation, ni trahison envers des alliés, ni soumission à l'ennemi, ni tous les mensonges d'une époque qui nous a fait tant de mal. Il servira d'exemple à la France et l'aidera à se retrouver. Bientôt dans le chemin de l'honneur, il y a dignité. Aussi suis-je fier de vous signer Claude-Georges Mandel. » Depuis la mort de Georges Mandel, les ayants droit se battent pour récupérer notamment sa collection volée par les nazis pendant la Shoah. En 2019, le portrait de jeune femme assise d'un peintre du 19e siècle revient enfin aux héritiers de Georges Mandel. Le tableau a pu être identifié grâce à une note manuscrite de Rose Valland, célèbre conservatrice au musée du jeu de paume pendant la guerre, et conservé dans le dossier de réclamation qui avait été déposé auprès de la commission de récupération artistique par Béatrice Bréty, l'épouse de Georges Mandel. La toile faisait partie des centaines d'œuvres léguées par un collectionneur d'art germano-autrichien, Cornelius Gurlitt, mort en 2014. Son père avait été chargé par les nazis pendant la guerre de vendre des œuvres volées aux juifs ou confisquées. Alors, on a beaucoup parlé de Georges Mandel ces dernières semaines dans l'actualité, puisqu'en juillet 2022, donc tout récemment, 5 ouvrages dédicacés à Georges Mandel et volés par les nazis pendant la Shoah ont été restitués par l'Allemagne à ses descendants. La cérémonie de restitution s'est déroulée le 15 juillet 2022 à l'hôtel Matignon, en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Une cérémonie symbolique à la veille des 80 ans de la rafle du Veldiv. Les ouvrages ont été déposés au mémorial de la Shoah. Le président du consistoire central, Élie Korcia, était présent et vous avez raconté justement, Ilana, il y a quelques semaines, comment ça s'était déroulé. Dans cette cérémonie, il y a eu d'abord un discours du président de la commission d'indemnisation des victimes spoliées pendant la Shoah. Plus de 30 000 dossiers ont été instruits par cette commission depuis qu'elle a été créée avant l'an 2000 par le gouvernement à l'époque, c'était Lionel Jospin. Ensuite, il y a eu effectivement la prise de parole du gendre de Georges Mandel. La fille de Georges Mandel est décédée malheureusement il y a quelques années, mais son gendre a pris la parole. Et puis nous avons eu ensuite un discours de l'ambassadeur d'Allemagne, Hans-Dieter Lucas, qui a expliqué pourquoi c'était important, cette restitution, ces restitutions d'œuvres. Il y avait eu un tableau restitué à la famille de Georges Mandel il y a quelques années. Là, ce sont des ouvrages de sa bibliothèque qui ont pu être récupérés. Et puis enfin, Elisabeth Borne, dans un discours très poignant, très émouvant, eh bien, rappelait d'abord la personnalité. C'était aussi un hommage à Georges Mandel qui était prononcé ce jour-là. Et puis elle est revenue aussi sur l'importance de ces restitutions aux familles de victimes de spoliation, et notamment en l'espèce de familles juives qui ont été victimes de spoliation. C'était important. Nous étions à quelques jours de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv, et voir exposer eh bien, ces ouvrages avec le drapeau français, le drapeau européen, à l'hôtel de Matignon. Oui, c'était important. Élie Korcia, c'est donc en juillet dernier sur Radio J. Aujourd'hui, son immense collection spoliée reste introuvable, notamment 2 tableaux de Canaletto, de Gustave Courbet, du trio, un dessin de Rodin, une aquarelle de Turner dont il ne subsiste aucune trace. En tout cas, avant de terminer ce portrait de Georges Mandel, Christophe, vous souhaitiez citer 2 ouvrages. 2 biographies, celle de Jean-Noël Jeannet aux éditions du Seuil, Georges Mandel, l'homme qu'on attendait, puis aussi celle écrite, ça date pas d'hier, en 1994 par Nicolas Sarkozy, Georges Mandel, le moine de la politique. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ces 2 numéros de l'histoire des Juifs de France consacrés à Georges Mandel. Grâce à vous, on en sait plus désormais sur cet homme. On vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.